Dans cette vidéo, nous allons voir les formes que peuvent prendre les erreurs, formes qui ne sont pas dissociées des circonstances de leur apparition. Puis nous nous arrêterons sur leur fonction dans l'acte d'apprendre. Une fonction qui, vous le verrez, dépend fortement de la manière dont l'élève va vivre son rapport à l'erreur. Commençons par un exemple. Au cours d'histoire, le prof demande « Au Moyen-Âge, les gens des villes élevaient des... » Réponse des élèves « Des cochons, des enfants !» Réponse attendue de l'enseignant « Des cathédrales !» Dans le film de Topaz, dans lequel Fernandel joue l'enseignant du même nom, professeur de morale, ce dernier demande aux élèves « Il fait alors appel à sa concierge !» répond un élève. « Non, sa conscience !» répond le professeur. Cette attente implicite de l'enseignant qui essaye de faire dire à ses élèves la réponse qu'il attend est un classique de l'enseignement qui a pris le nom de cet enseignant pas si imaginaire que ça, l'effet Topaz. Pour répondre à ces questions, les élèves sont censés se rappeler dans quelle discipline ils sont actuellement en cours. Ah oui, nous sommes dans un cours d'histoire, cochons et enfants ne sont pas vraiment des éléments historiques. Et la concierge n'a rien à faire dans un cours de morale, contrairement à la conscience. Pour pouvoir répondre aux attentes de leur enseignant. C'est ce qu'on appelle le métier d'élève. Certains enfants y excellent et auront toujours toutes les faveurs. D'autres peuvent être totalement hermétiques à ces attentes non formulées et leur histoire scolaire en sera grandement compliquée. Et pour ceux qui ont tenté de répondre à la question, comment ont-ils vécu l'erreur que contenait leur réponse ? S'ils ne l'ont pas forcément mal vécue, ils ont surtout compris qu'il fallait mémoriser la bonne réponse pour ne plus importuner leur professeur. Alors finalement, une erreur, c'est quoi ? Une réponse donnée qui correspond à notre cadre de référence, à nos conceptions, au sens que l'on donne au monde, au moment où on nous pose la question. Elle n'est donc fausse que par rapport à un contexte, un cadre, une norme. Comme le rappelle Daniel Favre, l'erreur est une information, non une faute. Les réponses décalées, fausses, les interprétations erronées prêtent souvent à rire. Chaque année sur Internet, nous pouvons trouver les perles du bac, ces réponses erronées données par des étudiants lors du passage du bac en France. Je me suis permis d'en choisir quelques-unes pour vous. François Ier était le fils de François Zéro. Le pôle est recouvert de glace, c'est la capote glaciaire. Au pluriel, on dit des cristaux car il y a plusieurs cristals. Un sonnet est formé de 2 quatrains et de 2 tiercés. En cas de grossesse, on fait une chorégraphie. Toute sa vie, Montaigne a voulu écrire, mais il n'a fait que des essais. Essayons de récapituler ce que nous avons vu dans ces perles du bac. Pour la plupart, il s'agit de confusion de termes. C'est le cas pour la capote au lieu de la calotte glaciaire, du tiercé à la place du tercet en musique, ou de la chorégraphie au lieu de l'échographie. D'autres montrent une certaine logique qui vient au secours d'une méconnaissance, ou plutôt d'une mauvaise mémorisation. C'est le cas pour François Ier, déclaré être le fils de François Zéro, voire peut-être aussi des cristals qui deviennent des cristaux. Par contre, dans les essais de Montaigne, nous sommes face à une vraie conception non dépassée. En effet, l'auteur est resté sur la définition usuelle du mot essai et pas sur sa définition littéraire, ce qui l'empêche de comprendre le réel travail de Montaigne en tant qu'écrivain. Quelle sanction pour les élèves du bac ? La mauvaise note, évidemment, éventuellement même l'échec. Quelle réaction avons-nous, nous-mêmes, ou ceux qui ont publié ces perles face à ces erreurs ? Il faut bien avouer que ces perles nous font rire, ou du moins sourire, et que c'est cet effet qui est recherché par ceux qui les ont publiées. Mais alors, où sont les belles théories que l'on nous enseigne sur la valeur de l'erreur ? Pouvons-nous voir dans cette présentation une valorisation de l'erreur ? En d'autres termes, ces erreurs sont-elles appréhendées comme un moment indispensable à la construction des connaissances ? Certainement pas pour les évaluateurs du bac. Si nous cherchons à mieux cerner les origines des erreurs les plus courantes, que voyons-nous ?
Comme dans l'effet Topaz, il peut simplement s'agir d'un mauvais décodage des attentes, donc du métier d'élève ou de ce que représente le contrat didactique. Tout comme nous l'avons vu dans les perles du bac, il peut y avoir une incompréhension des termes ou mélange entre termes scientifiques et langage courant. Ceci peut conduire à une incompréhension des consignes, voire donc à un résultat erroné. Les élèves les moins timides peuvent également proposer des idées ou des solutions alternatives qui peuvent faire preuve d'une grande créativité, pas toujours correcte d'un point de vue de la justesse. Il y a bien sûr des conceptions qui perdurent, souvent parce que les élèves n'ont pas eu le temps de transformer leurs conceptions initiales. En mathématiques, il n'est pas rare de voir de mauvais choix dans les démarches ou des confusions dans les opérations. Ceci procède souvent d'une difficulté à comprendre le pourquoi de l'action, compensée par une tentative de mémorisation qui, en l'occurrence, s'avère inexacte. Le manque de mémoire, qui provient souvent d'un désintérêt pour le sujet traité, explique également certaines erreurs ou celles évoquées précédemment. Mais il ne faut pas oublier que la mémoire de travail est limitée et qu'à force d'y faire appel, on peut arriver à une surcharge cognitive qui va conduire l'élève à ne plus pouvoir suivre. Enfin, par manque d'interdisciplinarité, ou plus exactement à cause du découpage disciplinaire, le transfert de connaissances, de compétences ou simplement d'outils issus d'autres disciplines, ou vus à un autre moment de l'année ou l'année précédente, ne se fait tout simplement pas. Et pour certains élèves, la complexité du contenu ou simplement le fait que celui-ci ne soit pas adapté à leur cadre de référence peut aussi conduire à l'erreur. Alors, est-ce que les erreurs, finalement, sont de la responsabilité de l'élève? Oui, s'il y a manifestement une mauvaise volonté de sa part. Mais dans la plupart des cas, c'est le contexte scolaire qui en est la cause. Comment et quand se construit notre relation à l'erreur? Pour que l'erreur devienne cet outil d'apprentissage dont on parle, elle doit être reconnue par l'élève en tant que telle. S'il y a le moindre jugement, la moindre sanction, telle qu'une note ou une appréciation, celle-ci ne peut pas être perçue de manière positive. L'erreur conduit donc à des stratégies d'évitement afin de ne plus en produire. On prive alors l'élève de l'un de ses outils de travail les plus performants. Solange Denervaux, chercheuse en neurosciences au Centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, a étudié la question à travers une recherche qui remet en question non seulement nos habitudes d'enseignants, mais tout le système et même la politique scolaire. Alors, que nous dit Solange Denervaux du fonctionnement du cerveau? Quels sont les paramètres à retenir de cette étude pour penser autrement son enseignement? Prenez des notes et je reviendrai sur certains de ces aspects après l'écoute de l'émission suivante.